Voyez des images en direct de la Maison-Blanche où dans quelques minutes, en principe, messieurs Trump et Netanyahou doivent s'installer derrière les podiums et faire le bilan de la rencontre qu'ils tiennent aujourd'hui en marge du conflit entre Israël et le Hamas. Le président Trump, semble-t-il, a fait une proposition pour mettre fin aux hostilités. Ceux qui vont prendre place derrière le podium, notre podium, pour l'instant, c'est Valérie Beaudoin et Raphaël Jacob. Bon début de semaine à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et là, il y a une nouvelle qui est tombée dans la dernière heure ou heure et demie, Raphaël, concernant l'attaque d'Israël sur le Qatar. Israël avait bombardé un endroit où les négociateurs entre le Hamas et Israël se tenaient. Et là, qu'est-ce qu'Israël a fait exactement au cours de la dernière heure, heure et demie? Israël se serait formellement excusé auprès des autorités du Qatar. En même temps, je vous soumettrais que de un, le mal était largement fait et que de deux, il y a à peu près personne qui va douter d'un instant ou un instant que cet appel-là est arrivé parce que le président américain a mis de la pression en coulisses. Là. Il faut être assez dupe, je vous soumettrai pour ne pas voir. Benjamin Netanyahu, enfin, Israël répond à une demande de M. Trump. Je vais être prudent dans mes propos. C'est ce à quoi ça ressemble royalement. Et il y a aussi ceci à comprendre d'un point de vue américain, c'est que c'était intenable d'avoir des tensions aussi vives avec le Qatar. De un, parce que les Américains ont une base militaire, stratégique extrêmement importante dans ce pays de la région. Et également parce qu'encore une fois, et ça, vous l'avez souligné, on ne l'a peut-être pas réalisé collectivement lorsque ça s'est produit dans les premières minutes, les premières heures qui ont suivi, mais la réalité, c'est que ces gens-là n'étaient pas sur le terrain pour planifier une autre attaque. Ils étaient là pour étudier la proposition de l'époque des États-Unis pour arriver à une trêve. Donc, évidemment, le message que c'est allé envoyer, c'est que les Israéliens préconisent davantage la guerre qu'une sortie de la guerre. Donc, c'était vraiment toxique pour à peu près tous les partis impliqués. Là. Alors, on verra si c'est le début d'un commencement d'apaisement dans ce conflit-là. Enfin, il faudra voir. Voici, Valérie, avant de vous entendre, ce que Mme Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, a dit au sujet de la rencontre Trump-Netanyahu. The president knows when you get to a good deal, both sides are going to leave a little bit unhappy. But we need this conflict to end. The president's made that very clear. He wants to see the killing stop. Alors, il faut que ce conflit s'arrête. Ça n'est pas la première à le dire. Tout le monde le dit, dans le fond. Mais là, est-ce qu'il peut y avoir du nouveau aujourd'hui, Valérie? Bien, on va savoir finalement si on réussit à s'entendre parce qu'on a présenté un plan. Il y a un plan américain et ça, c'est particulier. C'est des négociations entre Israël et les États-Unis et on a eu en parallèle aussi des négociations avec des pays arabes qui ont négocié avec le Hamas. Alors, on n'a pas une négociation, on n'est pas à la table entre le Hamas et Israël. Il y a vraiment cet intermédiaire qui est les États-Unis et c'est son plan. Et là, il y avait des points où on s'entendait pas et c'est ce qu'on va savoir aujourd'hui. Par exemple, le rôle de l'autorité palestinienne. Oui. On a des détails. Alors, selon ce qui est en ce moment dans les différents médias américains, c'est que tous les otages qui sont toujours vivants, les corps des otages décédés aussi, c'est immédiatement, on doit les remettre aux autorités en Israël. Un cessez-le-feu qui deviendra permanent, des prisonniers palestiniens, donc un échange. Après ça, une espèce on aura une certaine forme de sécurité qui va être assurée par, oui, des Palestiniens, mais des membres des forces armées de différents pays arabes, donc une espèce de coalition, un fonds pour la reconstruction. Donc, il y a différents points comme ça, mais le rôle de l'autorité palestinienne, selon ce qui transparaît des négociations, Netanyahou ne voudrait ne rien savoir. Il a même parlé d'une ligne rouge par rapport à ça. Et là, on va voir est-ce qu'on a réussi à s'entendre et aussi le désarmement des membres du Hamas. Ça fait partie des points de discussion. C'est intéressant parce que la dernière fois qu'il a été dans un face-à-face comme ça, M. Trump, c'était avec Vladimir Poutine, d'une certaine façon, pour essayer de mettre fin à un conflit, de rapprocher. Là, cette fois-ci, il essaie d'amener la paix dans la bande de Gaza. Mais Netanyahou, là, est-ce qu'il écoute ou il fait sa propre affaire puis il s'accroche à son pouvoir en Israël en bombardant la bande de Gaza? D'abord, peut-être pour prendre la première partie de votre question, Sébastien, il n'y a personne qui, je crois, objectivement peut reprocher au président américain actuel d'essayer d'arriver à des fins de conflit, à la fois en Ukraine, à la fois à Gaza. Sauf qu'en même temps, concrètement, les résultats ne sont pas là. Et en fait, quand vous regardez la rhétorique qu'il a utilisée il y a un mois, justement, dans la foulée de sa rencontre avec M. Poutine en Alaska, ça ressemble drôlement à la rhétorique qu'il utilise aujourd'hui, qu'il utilisait en marge de la visite de M. Netanyahou à Washington. C'est-à-dire, on est sur le point, on y croit vraiment, on a un plan, ça peut fonctionner, ça va fonctionner. Où sont les résultats? On les attend encore. Et pour répondre, donc, ça donne un lien direct, ça crée un lien direct avec l'autre partie de votre question. Pour ce qui est de M. Netanyahou, il n'y a absolument rien qui indique qu'il accepterait ou de façon peut-être aussi
importante que sa coalition, parce que c'est pas simplement un homme qui dirige en Israël, que sa coalition, incluant les éléments les plus agressifs face au Hamas, accepterait la totalité des propositions américaines. Et il y a un point qui est absolument fondamental, que Valérie n'a pas mentionné, parce qu'elle ne pouvait pas tout mentionner ce qu'il y avait dans le plan, là, mais je tiens à prendre une seconde pour le faire. La question de pousser les Israéliens à accepter de renoncer à l'annexion de la Cisjordanie. C'est beaucoup de mots pour dire quelque chose de très, très simple, c'est-à-dire que c'est une proposition qui me semble pour le moins ardue du côté israélien actuellement, lorsqu'on regarde comment leur gouvernement est composé, à accepter. Et même si à la limite c'était accepté tel quel, on parlerait d'annexion, mais qui parle de colonisation. Cette autre partie-là, elle est loin d'être réglée. Donc, les tensions, je vois assez mal comment elles vont s'estomper magiquement suite à la rencontre d'aujourd'hui. Ouais. Ça semble tellement insoluble, puis ça fait tellement longtemps que ça l'est insoluble, Valérie, que, bon, oui, c'est intéressant. On ne peut pas reprocher à M. Trump de ne pas essayer, mais à quel point ça va satisfaire Benjamin Netanyahou, dans la mesure où on a l'impression qu'il veut complètement démolir la bande de Gaza, annexer peut-être la Cisjordanie. En tout cas, le discours de Netanyahou n'en est pas un d'apaisement au moment où on se parle, du moins, à moins que je me trompe, là. Non, puis son discours devant les Nations unies la semaine dernière, bien, c'est un bon exemple. C'est de dire qu'Israël doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout veut dire quoi? Est-ce qu'il veut vraiment... on sait qu'il veut rester dans les bonnes grâces de Donald Trump, ça c'est très clair. Jusqu'à quel point il va être capable de plier. Raphaël l'a très bien expliqué, il y a quand même des comptes à rendre lui aussi de retour en Israël. C'est pas juste sa relation avec le président américain qui est importante, même si elle est très, très importante dans les circonstances, parce qu'il n'y en a pas énormément d'alliés Israël. Les États-Unis, c'est le plus important, le plus gros. Alors, on verra pour la suite des choses, mais je veux pas être pessimiste non plus, même si on s'entend sur un plan 21 points, ou peu importe le nombre de points, le final, est-ce que ça va être là pour durer? Est-ce que si on a eu des modifications aujourd'hui, puis on renvoie ça du côté du Hamas avec les modifications, on n'est pas d'accord? Alors, on en fait tout un spectacle, c'est normal, mais il faut voir est-ce que tout ça va tenir. Il y a un point additionnel sur la position de M. Netanyahou face aux Américains. C'est extrêmement controversé, mais c'était rapporté par plus qu'une source depuis les dernières semaines en privé. Évidemment, pas en public, mais en privé. M. Netanyahou, à plus d'une reprise, aurait dit, et je le paraphrase, « Je contrôle les Américains ». Ça en dit quand même assez long, là. Ça en dit quand même assez long. Il a dit ça en privé? Il aurait dit ça à plus d'une occasion à des proches en privé. Et pour ceux et celles qui ont une mâchoire qui s'allonge en entendant ça, dites-vous que c'est pas très, très loin sur la forme et encore moins sur le fond de ce qu'Ariel Sharon disait il y a plusieurs années lorsque lui était au pouvoir. Autrement dit, cette relation-là, encore une fois, elle ne se limite pas aux dirigeants actuels des États-Unis et d'Israël. C'est seulement qu'avec le dirigeant actuel, dans le contexte des 2 dernières années, c'est immensément plus controversé et plus visible. Oui. Très bien. Donc, on va continuer de suivre, de garder un œil sur cette conférence de presse qui devait avoir lieu à 13h15. Il est rendu 13h52. C'est normal, dans ces affaires-là, il y a souvent du retard. Messieurs Netanyahou et Trump, donc, vont prendre la parole au cours des prochaines minutes, on présume, à la Maison-Blanche. On verra quel est le résultat de leur rencontre. On va revenir, Valérie, sur... on est habitué aux États-Unis, là, les histoires de fusillades, mais il y en a une qui est survenue au Michigan dimanche qui frappe l'imaginaire. C'est un homme qui a foncé dans une chapelle avec son camion avant de tirer et de mettre le feu à l'église. Est-ce qu'on connaît les motivations de cette personne-là? Non, on ne connaît pas les motivations de la personne. On a encore peu de détails. Il y a beaucoup d'informations qui circulent depuis que ça s'est produit. D'une part, on parlait de violence politique, de violence envers les chrétiens. C'est une église pour les gens de confession mormone. Donc, c'est vraiment ce qu'on visait ces gens-là. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui le connaissait à l'intérieur? Pourquoi on a fait ça? Il y a beaucoup, et depuis ce qui s'est passé avec Charlie Kirk, là, dès qu'il y a des événements violents comme ça, c'est certain, on se pose beaucoup de questions, mais on a tendance à aller très vite dans les conclusions. Alors, il y a des gens qui disaient déjà, ben voici tel type de personne. Et d'autre côté, oh non, c'est un ancien, on sait que c'est un ancien membre de l'armée américaine, des forces armées américaines, des Marines. Alors, on disait, bon, ben c'est un membre de MAGA, Make America Great Again. Est-ce que c'est le cas ou non? J'ai vu des photos circuler. Est-ce qu'il y en a avec de l'intelligence artificielle? Donc, il faut faire attention. Puis, il y a des élus qui disaient, peu importe, il faut se rappeler qu'un geste de violence comme ça, on s'en fout un peu, là, si vous me permettez d'utiliser l'expression, on s'en fout un peu on vient de quel côté politique. Ça reste c'est de la violence, ça reste que c'est un acte qu'on doit dénoncer au maximum. Et après ça, peut-être, on comprendra les motivations là, du tireur. Si motivation il y a,
Je reviens toujours à ça. Lorsqu'on s'est parlé de l'assassinat de Charlie Kirk, on s'est parlé de l'attentat il y a à peine une Mais on cherche toujours les motivations, Raphaël. Exactement. En fait, on arrive aux conclusions avant même d'avoir commencé à chercher, Sébastien, je vous soumettrai, parce qu'évidemment, des deux côtés, on se dit, si on peut épingler l'autre côté comme étant responsable, on va marquer des points. C'est non seulement malsain, c'est souvent complètement absurde, parce que dans les exemples que je viens de vous donner, le maximum vraiment d'informations qu'on a présentement nous mène à une conclusion sommaire, c'est-à-dire qu'on avait affaire à des types qui avaient de très graves problèmes de santé mentale. C'était pas tant qu'ils étaient républicains ou démocrates, c'est qu'ils étaient gravement malades. Et à date, après quoi, 24 heures, est-ce qu'il y a quoi que ce soit de plus tangible qui nous permet d'avoir une autre conclusion par rapport à ce qui s'est passé au Michigan? Je soumettrais que la réponse est non. Voilà. Ce qui n'empêche pas que il y a un nombre élevé d'attaques en ce moment aux États-Unis, d'attaques meurtrières aussi, des événements extrêmement tragiques. Le président Trump, Valérie, a réagi en parlant d'une nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens aux États-Unis d'Amérique. Ça, évidemment, c'était contre une église. Donc, est-ce qu'on... C'est factuel, finalement, ou c'est pas factuel, ce qu'il dit? Bien, ça dépend. Je vais prendre un exemple. Il y a eu une fusillade pendant le mandat de Barack Obama dans une église où il y avait des Afro-Américains à l'intérieur. Est-ce qu'on attaquait la foi des gens qui étaient à l'intérieur ou on voulait attaquer les gens parce que c'était un suprémaciste blanc qui était, par exemple, l'auteur de ça? Alors, on ne sait pas nécessairement c'est encore une fois de dire on est là avec les motivations. Oui, tout nous porte à croire en raison du lieu, mais on ne le sait pas. Puis je pense que c'est humain de vouloir le savoir. Il ne faut juste pas sauter aux conclusions, mais les gens, ils ont une espèce de désir de comprendre pourquoi un geste fou comme ça peut être posé, parce qu'on vient de parler de santé mentale. Il y a un lien. Je pense que tout le monde, c'est pas une personne saine qui va poser des gestes comme celui-là, mais on fait aussi des liens avec Charlie Kirk, parce que Charlie Kirk était quelqu'un de très croyant, qui parlait de sa foi très, très souvent. Alors, on dit aussi qu'il a été attaqué en raison de sa foi. Tarifs, Raphaël. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, des tarifs. Monsieur Trump a annoncé des nouveaux tarifs sur les films étrangers, les meubles aussi. Et pourquoi il ramène les tarifs tout d'un coup? Et pourquoi les meubles? Pourquoi les meubles? Pourquoi les films? Écoutez, pourquoi 100 de tarifs, comme il l'a annoncé sur le cinéma étranger? Qui sait? Ce que je peux vous dire, c'est que la question des tarifs sur le cinéma étranger, sur les films produits à l'extérieur des États-Unis, il l'avait déjà évoqué il y a quelques semaines. Là, la différence, c'est qu'il semble vraiment vouloir le mettre à exécution, présumant, et c'est toujours le bémol qu'on doit mettre depuis le début de son mandat lorsqu'il est question de tarifs, présumant qu'il a l'autorité constitutionnelle et légale de le faire, ce qui n'est pas clair. Parce que oui, le président a un certain pouvoir discrétionnaire en matière de tarifs, mais ce n'est pas un pouvoir absolu. Et ce n'est pas nécessairement un pouvoir qui est aussi arbitraire que le président semble le croire présentement. Donc, je vous soumettrai que c'est assez possible, pour ne pas dire probable, que ça va se retrouver devant les tribunaux. Combien de temps ça va prendre avant qu'on ait une décision finale? On verra au moins des mois. Là. Le pouvoir étant celui du Congrès, en théorie, n'est-ce pas? C'est le Congrès qui peut prendre ce genre de décision-là, en principe. D'accord. Les amis, merci beaucoup. Je vous laisse aller écouter M. Trump et Netanyahu quand ils se présentent et on se dit à demain. Bon après-midi. Merci.